Dernière partie de l'African Newsroom. Bara Ndiaye, consultant en innovation technologique, Carrie Loriot, journaliste, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux réfugiés originaires d'Érythrée. L'Érythrée est l'un des pays les plus fermés au monde. Ce pays, une véritable prison à ciel ouvert depuis plus de 20 ans, avec à sa tête le très contesté président Isaias Afewerki. Aucune élection nationale ne s'est tenue dans ce pays depuis son indépendance en 1993. L'Érythrée, un peu plus de 4 millions d'habitants. Et chaque mois, ce sont entre 3 000 et 5 000 Érythréens qui quittent leur pays, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Direction les pays frontaliers, bien sûr, et aussi l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Solange Dubois. Emmanuel fait partie des 150 réfugiés évacués ce mercredi 14 février par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en partance pour Rome. Avec son cousin Anouif, ils ont fui la Libye, un pays récemment touché par une vague de scandales concernant la vente de migrants africains. Nous avons été persécutés dans notre pays, puis victimes de violences en Libye, mais nous avons survécu. Durant notre périple, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons tiré un enseignement de cela. Malgré les épreuves qu'ils ont traversées, Emmanuel n'a jamais lâché ses crayons. Pour cet artiste sourd et muet, dessiner l'a aidé à faire face à sa situation. Puisant dans sa propre expérience, cet autodidacte dessine des portraits, des paysages, des images issues de son imaginaire faites de contradictions intérieures. Une manière de matérialiser sa vision du monde. Il a commencé à l'âge de 7 ans. Au fur et à mesure, ses dessins se sont peu à peu améliorés. Il n'a pas pris de cours d'art. Emmanuel reste confiant sur son avenir. Il souhaite à travers ses œuvres inspirer d'autres réfugiés qui, comme lui, traversent des moments difficiles. Il espère également recevoir bientôt un traitement pour sa surdité et bénéficier d'une formation pour devenir dessinateur professionnel. Alors, parmi les migrants en Méditerranée, les Syriens forment le plus gros contingent après les Syriens. La situation est donc telle aujourd'hui que finalement les Érythréens préfèrent affronter les dangers que représente l'exil et notamment cette route de la Méditerranée. Bara Ndiaye. Vous savez, l'Érythrée est un pays jeune, est un pays qui à la base devrait être un pays plein d'espoir, ce qui n'est pas le cas, ce qui pousse aujourd'hui sa jeunesse à partir. Moi, quand je regarde le cas d'Emmanuel, je suis un peu attristé parce que je me dis, c'est vraiment, il est courageux. Pourquoi? Parce qu'il est sourd, il est muet, il traverse la Méditerranée, il est arrêté dans la mer, il est rapatrié au Niger. Après, il a été mis dans un vol par le HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour être amené en Italie. Je trouve que son parcours, il est vraiment touchant. Et ça relève du parcours du combattant. Et non, encore une fois, je reviens à nos dirigeants pour qui j'ai fait un coup de gueule tout à l'heure. Prenez soin de cette jeunesse, parce que cette jeunesse a une force mentale qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui. Vous savez, par exemple, pour faire simple, les forces spéciales américaines sont des forces qu'on entraîne dans le désert. C'est-à-dire qu'ils doivent s'adapter à des conditions difficiles. Nous, notre jeunesse, ce sont des étudiants, ce sont des illettrés, ce sont des autodidactes, mais qui ont le mental de force spéciale. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils quittent leur famille, ils bravent le désert, ils bravent la mer pour aller en Occident. C'est qu'il n'y a plus d'espoir quelque part. Donc je pense que pour revenir dans le contexte érythréen, le président de l'Érythrée et tout son gouvernement, parce que c'est un petit pays qui a eu son indépendance récemment sur l'Éthiopie, doit prendre la mesure de la situation et créer les conditions de l'émergence de son pays. Parce que les aides internationales sont là, l'Union africaine est là, il y a des ressources qui sont en Érythrée. Si on les exploite pour ce petit pays, on peut s'en sortir et éviter ces drames à venir, sauf que celui-là, ce n'est pas un drame, c'est une issue qui s'est bien terminée. Alors, au-delà du développement de l'Érythrée, c'est aussi une question politique, éminemment politique, une question d'un régime qui est contesté depuis plus de 20 ans. Aucune élection nationale, quand même, ne s'est tenue dans ce pays. Pourquoi cette question trouve finalement peu de résonance à l'Union africaine? Puisque Zara, vous parlez de la notion, si vous voulez, de frontières. Là, notre invité tout à l'heure a parlé de quoi? A parlé, si vous voulez, du détachement de l'Érythrée de l'Éthiopie. Exactement. Je veux revenir sur un point dont nous avons
abordé, je pense que c'était la semaine dernière, sur ce qu'on a appelé l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire qui ont été mises en place par l'ONU quand l'ONU a été créée. Et je me pose toujours la question de savoir pour quelles raisons est-ce que cette intangibilité des frontières-là ne joue pas à fond, si vous voulez, en Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez l'extérieur qui, quelque part, est en train d'instrumentaliser les petits pays comme celui-là. On permet à l'Érythrée de devenir un pays indépendant. Mais quelles sont les ressources de l'Érythrée en tant que tel? Politiquement, voilà un pays qui est au ralenti depuis pratiquement plus de 20 ans aujourd'hui. Il n'y a rien qui s'y passe. Le pays se vide de sa population. d'un régime. Donc, c'est à cause d'un régime. Donc, il ne faut pas seulement regarder le régime. C'est-à-dire, quand on fait de l'analyse sociologique, on part de la cause et on regarde les effets. Il faut toujours... Et dans notre société moderne, qu'est-ce qui se passe? Nous focalisons toujours, comment dirais, sur les effets, commenter les effets et tout ce qui s'ensuit, mais on oublie la cause. Et ensuite, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse de la relation causale pour savoir comment est-ce que les choses... Karine Orio, sur le régime en Érythrée. Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Mithoban parce qu'on a le Somaliland qui a eu son indépendance, qui a récemment, par exemple, voté une loi qui condamnait les violeurs, notamment les personnes désignées coupables de viol auprès des femmes. C'est une avancée, mais ils viennent d'avoir leur indépendance. Donc je pense que non, au contraire. Enfin, si je comprends bien vos propos, aujourd'hui, il faut en vouloir à l'Éthiopie, il faut en vouloir à ces pays-là qui ont permis à l'Érythrée d'être indépendant. Non, comme je pense qu'il faut souligner le fait qu'on a un régime qui est un régime totalitaire. La jeunesse du pays fait qu'effectivement, il y a moins de recul, mais les pays autour ne font pas mieux. On a évoqué le cas du Togo. Peut-être qu'au Togo, les conditions sont un tout petit peu réunies et avancées, mais dans le cas qu'on vient de citer, il s'agit d'un handicapé. Quelle est la place du handicap dans nos pays africains? Comment est-ce qu'ils sont accompagnés? Donc, c'est un certain nombre de questions. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis sorti, si vous voulez, du cas personnel. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une causalité. Il y a un lien, il y a une cause, il y a des effets. Et il y a l'analyse de la relation causale dont j'ai voulu parler tout à l'heure. À savoir que, est-ce que c'était vraiment... Quand vous êtes en train d'essayer de me justifier, le Somaliland a fait ci, ça. La semaine dernière, j'en ai parlé aussi sur ce plateau, j'ai demandé pourquoi est-ce que la France ne donne pas son indépendance, comment dirais-je, à la Corse en tant que telle? Pourquoi est-ce que la France ne donne pas son indépendance à la nouvelle que... Alors, pardonnez-moi. L'Érythrée a eu son indépendance par rapport à une sécession. C'est une sécession qui se passe. Alors, l'Érythrée, c'est quand même 30 années de guerre contre l'Éthiopie. Une guerre qui a quand même commencé en 62, menée justement par l'actuel président Isaias Afewerki. Pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas, Zara, pourquoi on ne trouverait pas des solutions comme le premier sujet dont on a parlé là tout à l'heure concernant, comment dire, le Togo? Vous me direz que c'est un pays uni, mais il faut faire de la géométrie, c'est-à-dire en prenant... On se rend compte du mutisme aussi de l'UA. Pourquoi? Parce qu'il y a ce grand homme qui était Martin Luther King, si je ne me trompe pas, qui disait « Ce qui m'inquiète, ce ne sont pas les mots agressifs de mon ennemi, c'est le mutisme en fait de mes amis. » Pourquoi l'UA ne dit rien aujourd'hui? Pourquoi les instances internationales ne disent rien? Pourquoi la communauté internationale ne dit rien par rapport à ça? Il n'y a pas d'élection, pas d'ouverture. Il y a aussi, et c'est surtout ça qui pousse... Je suis contre la scission des États africains parce que les États sont forts. C'est-à-dire quand vous avez, comment dirais-je, vous avez des ressources naturelles. Le fait qu'on avance vers des scissions, ça affaiblit l'Afrique en tant que telle. L'exemple du Somaliland, moi, ça me fait pas plaisir. On a l'exemple du Soudan, on voit ce qui se passe au Soudan, entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Donc, il ne faut pas aller prendre un épiphénomène qui constitue, c'est-à-dire de condamner, si vous voulez, comme elle l'a dit Karine, de condamner, si vous voulez, le viol en tant que tel. Mais ça, c'est un phénomène sociétal. Mais ça montre aussi, attention, ça montre aussi comment un État qui vient d'être indépendant, comment cet État-là s'organise. Il est question ici pour l'Érythrée, il y a une jeunesse qui meurt en Méditerranée, qui cherche l'Eldorado, je suis désolée. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Érythrée, c'est toute l'Afrique. On est d'accord. Mais alors l'Érythrée, c'est l'un des pays qui émet le plus de migrants. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, entre 2000... à 5 000 Érythréens qui quittent chaque mois sur une population de 4 millions d'habitants. Je suis d'accord avec vous, Zara, ça pose un problème de stabilité régionale. Et qui dit déstabilisation, c'est pas uniquement, on regarde uniquement le territoire, c'est une déstabilisation de tout le développement sous-régional et de tout ce qui peut se reconstruire. Parce que l'Érythrée aujourd'hui,
comment dirais-je, les gens qui partent de l'Érythrée, ils vont où? Ils vont dans les pays voisins. Ils contribuent à déstabiliser ces pays voisins-là qui n'ont pas les moyens. Ou à contribuer à l'économie, à l'émergence de ces pays, parce qu'ils travaillent, c'est une main-d'œuvre aussi. Il faut voir le côté positif. Beaucoup d'Érythréens, évidemment. Exactement, il faut voir le côté positif, parce qu'ils contribuent aussi au travail, à la main-d'œuvre, et puis ils peuvent contribuer à l'émergence de ces pays, quelque part. Le travail, la main-d'œuvre, vous oubliez déjà que nous sommes en Afrique, donc à partir de là, quel est le marché du travail que nous avons dans ce qui est important de souligner, c'est vrai, ce qui est important de souligner, c'est ce qu'ils ont souligné tout à l'heure, c'est le fait qu'on n'ait pas une Union africaine qui soit une union forte. Exactement. Et qui vienne résoudre les problèmes qu'on a dans la sous-région, qu'on a au sein du continent. Ce qui est vraiment dommage parce que finalement, il n'existe pas de médiateur pour venir justement comme ça dire à un pays, vous avez votre jeunesse, vous avez votre force qui part, faites quelque chose pour effectivement créer des conditions sociétales, c'est important. Vous avez demandé votre indépendance, il faut la créer. Mais c'est un problème qui concerne finalement tous les pays africains parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a plein qui partent, qui se disent nos jeunes ne sont pas formés, ils le disent, on a la fuite des cerveaux, c'est aussi important, mais le cas de l'Érythrée, effectivement, finalement, qui va venir jouer le gendarme en tirant la sonnette d'alarme? Qui va le faire? L'Union africaine est là pour ça, quelque part. Pourquoi les États-Unis, aujourd'hui, se permettent d'aller légiférer en Corée du Nord pour dire qu'on va mettre en place des sanctions? Parce que vous n'êtes pas ouvert, parce que vous ne jouez pas le jeu, parce que vous n'êtes pas inscrit à telle ou telle instance, parce que vous ne cotisez pas, parce que vous développez les armes nucléaires. L'Union africaine peut bien mettre la pression à l'Érythrée de la même façon. Organiser des élections, aller au scrutin, et puis... Et dans beaucoup de domaines, d'ailleurs. Exactement. Alors, on va peut-être rappeler un certain nombre de choses donc, à nos téléspectateurs. Donc en Érythrée, c'est un service militaire obligatoire qui suit automatiquement la fin des études et qui peut être prolongé quand même indéfiniment. On a aussi un service militaire que finalement assimile à des camps de travaux forcés. On a également des cas de torture qui sont régulièrement rapportés par l'ONU, des procès extrajudiciaires, et même, voilà, en gros, un contexte extrêmement difficile pour les Érythréens. Je vous laisse poursuivre. Baran Ndiaye. Moi, je trouve ça dommage des services militaires forcés et sur la durée. Pourquoi? Parce qu'un jeune doit s'épanouir. Vous savez, dès qu'on force quelqu'un à faire quelque chose, c'est qu'on l'opprime et qu'on le réduit souvent à quelque chose qu'on appelle l'esclavage d'une façon ou d'une autre. Et donc le service militaire, c'est bien, on reste dans le civisme de son pays, on sait manipuler les armes, on saura défendre son pays, on a inculqué en fait les bonnes valeurs qui sont associées à sa devise nationale. Mais à un moment donné, il faut libérer ces jeunes, il faut plus les pousser vers l'éducation, mettre en place des universités, publiques ou privées en tout cas, les pousser à des emplois professionnels, mais non pas le service militaire prolongé, c'est pas une bonne idée, je pense. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes voisins, je l'orne toujours par rapport au passé et que je prépare toujours une guerre éventuelle. Je prépare ma jeunesse à une future guerre par rapport à l'historique qu'on connaît avec l'Éthiopie. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est quand même grave parce que là, en termes de droits de l'homme, en gros, ils sont quotidiennement bafoués. Et c'est absolument pas admissible qu'on laisse comme ça des conditions. Alors je n'imagine pas les conditions des femmes, les conditions des enfants, en termes de scolarisation, en termes tout ce que vous dites au niveau de la jeunesse, et qu'à côté de ça, le seul travail qui va être fait, ça va être des associations qui effectivement sont là pour militer pour des droits de l'homme, pour la reconnaissance au moins, en tout cas, des conditions humaines. C'est des associations qui peuvent faire quelque chose parce que les pays autour, parce qu'on n'a pas d'union africaine forte qui puisse venir instaurer les droits de l'homme qui concernent finalement, je le redis encore, je réitère mes propos, tous nos pays africains finalement. Alors l'Érythrée qui par ailleurs ne laisse pas rentrer les enquêteurs de l'ONU, voilà, les laisser entrer sur place. Nous autres même, les médias, ne pouvons pas rentrer en Érythrée à l'heure actuelle. Jean-Marie Bitomo. C'est un problème de démocratie et de gouvernance, tout simplement. On en parle souvent. Bon, elle vient de le souligner, là, c'est-à-dire ce sont des problématiques que nous avons un peu partout en Afrique. Sauf que bon, le cas de l'Érythrée, c'est quand même un cas dans lequel il faut s'alarmer. Il faut s'alarmer. Ça fait depuis des décennies qu'on parle de l'Érythrée. Et aujourd'hui, on atteint, comment dirais-je, le point... le point d'intolérance, c'est-à-dire ça devient intolérant pour la communauté africaine de pouvoir supporter des choses comme ça sur notre territoire. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça pose deux questions dont j'ai parlé, et la gouvernance et la démocratie. Qu'est-ce qui se passe? Comment voulez-vous qu'un individu reste au pouvoir pendant 30 ans? Et ça, c'est ça qui pousse le pays, justement, si vous voulez, les jeunes à partir tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un pays, tout à l'heure là j'ai parlé de la dimension économique, quand vous êtes un pays, vous n'avez pas de ressources en tant que tel, parce que l'Érythrée,
l'Érythrée, c'est-à-dire le président est là, mais il faut regarder, c'est-à-dire quelles sont les dotations naturelles et factorielles de l'Érythrée en tant que telle. Ce n'est pas énorme. Il ne faut pas oublier que nous nous retrouvons dans un pays qui est dans une zone désertique en tant que tel. Donc à partir de là, tant que vous n'avez pas de la bonne gouvernance, le président qui est en place, il en a parlé tout à l'heure, M. Ndiaye, le président qui est en place, il se dit, bon, j'ai le pouvoir pour le pouvoir. On ne regarde pas, il n'y a pas de projection en tant que telle. Donc à partir de là, le cas de l'Érythrée, c'est tout simplement, nous déplorons ici l'absence de l'Union africaine, mais il est impératif quand même que les droits de l'homme soient respectés, tant peu soit-il, un tout petit peu. Un dernier mot peut-être, Bara Ndiaye. Oui, effectivement, là je suis parfaitement d'accord avec vous parce que, par contre, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de ressources naturelles, moi j'ai un doute parce que le pays n'a pas d'ouverture. Donc les entreprises internationales ne peuvent pas venir, étrangères peuvent venir forer ou venir explorer pour voir... Non, ces dotations-là, on les connaît avant. C'est-à-dire, bon, quand tu regardes l'Éthiopie, quand l'Érythrée était rattachée, comment dirais-je, à l'Éthiopie, on a toute cette histoire-là. Oui, mais je vous dis ça parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Moi je suis sénégalais d'origine, vous savez, on vient de découvrir qu'on a le potentiel de gaz le plus énorme en Afrique de l'Ouest, du pétrole aussi en offshore. Exactement. Donc, il faut laisser les entreprises internationales venir. Il faut faire ouvrir pour la coopération et puis essayer de voir ce qu'on peut découvrir, ce qu'on peut exploiter et faire du gagnant-gagnant comme on souhaite le faire en Afrique sur tous les domaines. Donc, moi, je le dis tout simplement parce que, bon, je connais, c'est-à-dire, on connaît tous c'était que l'Éthiopie, l'Érythrée a toujours été une région, comment dirais-je, qui était une région défavorisée, bizarrement. Alors, prenez toutes les régions éthiopiennes hein, et vous verrez. Le Soudan est désertique, il y a du pétrole, il y a une grande réserve de pétrole, vous voyez. Donc si on se fie juste à la notion désertique ou pas, c'est pas tellement fiable pour moi. Et puis une société qui n'est pas ouverte sur le monde est une société qui est amenée à disparaître, il faut le dire. Donc c'est important. C'est le problème que pose l'Érythrée aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, vous avez un territoire, c'est un pays indépendant depuis, mais quelles sont les conditions? Elle a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des conditions, c'est-à-dire de l'homme à l'intérieur de l'État. C'est ça. Donc c'est question de gouvernance et question de démocratie. Merci beaucoup à vous trois, tous les trois, d'avoir participé à ce débat. Bara Ndiaye, je rappelle que vous êtes consultant en innovation technologique. Karine Orio, journaliste, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, merci Jean-Marie pour votre éclairage tout au long de cette émission. Merci Zara. Bonne soirée à nos téléspectateurs. Et donc merci à vous de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.